Bonjour à toutes et tous, cette capsule vidéo est consacrée au cours du lundi 25 mai, durant lequel nous allons corriger le devoir DS6 que vous aviez à me rendre pour aujourd'hui midi. Ce devoir était consacré au chapitre 7 et 8, chapitre 7 quantité de matière et chapitre 8 les transformations physiques. Alors le premier exercice porte sur les quantités de matière. Donc vous avez deux documents. Le premier vous donne les valeurs limites en dioxyde d'azote qui sont tolérées en agglomération. Donc le dioxyde d'azote est un gaz produit par le transport routier, c'est un gaz toxique. Donc les valeurs limites 200 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire, à pas dépasser sur plus de 18 heures par an. En moyenne annuelle, 40 microgrammes par mètre cube. Et le seuil d'alerte est de 400 microgrammes par mètre cube. Au-delà de 3 heures au-delà de ce seuil, eh bien, on doit déclencher une alerte. Le bilan pour la ville de Toulouse est donné en mol par mètre cube, mol de dioxyde d'azote par mètre cube. En fond urbain, 4,13 10-7 mol par mètre cube. Et à proximité des axes routiers, 1,24 10-6 mol par mètre cube. Alors, première question, la masse d'une molécule de dioxyde d'azote. Dioxyde d'azote constitué par un atome d'azote et deux atomes d'oxygène. La masse d'une molécule de dioxyde d'azote sera donc égale à la masse d'un atome d'azote, de 34 10-26, plus 2 fois la masse d'un atome d'oxygène, donc plus 2 fois 2,67 10-26 kg, puisque dans la molécule de dioxyde d'azote, on a un azote et deux oxygènes. Donc je répète, ça nous fait 1 fois 2,34 10-26 kg, plus 2 fois 2,67 10-26 kg, et ça nous donne 7,68 10-26 kg pour cette masse d'une molécule de dioxyde d'azote. Alors, ensuite on vous demande de calculer le nombre de molécules de dioxyde d'azote par mètre cube d'air à partir duquel le seuil d'alerte doit-il être déclenché. Alors déjà on repère cette valeur, 400 microgrammes par mètre cube. Donc savoir combien on a de molécules de dioxyde d'azote dans 400 microgrammes de dioxyde d'azote, eh bien ça revient toujours au même exemple que je prends, c'est trouver le nombre de fraises qu'on a dans notre panier. Donc vous avez acheté 100 grammes de fraises, vous savez que chacune de vos fraises a une masse de 2 grammes, vous voulez savoir combien vous avez de fraises dans votre panier, l'opération que vous effectuez, c'est vous prenez la masse de toutes vos fraises et vous divisez par la masse d'une seule fraise. Donc 100 divisé par 2, ça vous fait 50 fraises. Ici, on va prendre la masse de toutes nos molécules de dioxyde d'azote, 400 microgrammes. On va diviser par la masse d'une seule molécule de dioxyde d'azote, 7,68 10-26 kg. Et on aura le nombre de molécules de dioxyde d'azote. Attention cependant, il est impératif que ces deux masses soient exprimées dans la même unité. C'est pourquoi dans les données, on vous indiquait que 1 microgramme égale 1 10-9 kg. Même s'il est bon de savoir faire ce genre de conversion par soi-même, mais bon, là, c'est pas ça qu'on évaluait. Donc 400 microgrammes, ça nous fait 410-9 kg. Ça, c'est la masse de toutes les molécules de dioxyde d'azote. On divise par la masse d'une seule molécule, donc qu'on a calculé à la question 1, 7,68 10-26 kg, et on trouve ainsi le nombre de molécules de dioxyde d'azote qu'on a dans 400 microgrammes. Et donc le seuil d'alerte 400 microgrammes, il correspond à 410-9 divisé par 7,68 10-26 molécules par mètre cube, et donc ça nous donne 5,21 10 puissance 18 molécules par mètre cube. Donc au-delà de 5,21 10 puissance 18 molécules par mètre cube, eh bien, il y a une alerte qui est effectuée. La valeur limite en moyenne annuelle a-t-elle été dépassée à Toulouse en 2017? Donc la valeur limite c'est 10 fois moins, 40 microgrammes par mètre cube. Donc 10 fois moins, ça veut dire que en nombre de molécules, ça nous fait 10 fois moins, donc 5,21 10 puissance 17 molécules par mètre cube. Vous pouvez refaire le calcul évidemment, hein, ça vous fait 40 10-9 kg, ça c'est la masse de toutes les molécules de dioxyde d'azote, divisé par la masse d'une molécule de dioxyde d'azote, 7,68 10-26 kg, et donc vous trouvez 5,21 10 puissance 17 molécules par mètre cube, soit 10 fois moins. Donc ça, c'est la valeur limite en moyenne annuelle. Donc je répète, 5,21 10 puissance 17 molécules par mètre cube. Nous, nos valeurs auxquelles on doit la comparer, ce sont des valeurs en mol par mètre cube. Donc on va transformer ce nombre de molécules par mètre cube en mol par mètre cube. On sait que dans une mole, le nombre d'entités, on l'appelle la constante d'Avogadro. Quand on a une mole d'entité, on a la constante d'Avogadro d'entités identiques, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23
entité. Nous, dans nos 40 microgrammes, on a 21 10 puissance 17 molécules identiques. Donc on va transformer ce nombre de molécules. Donc on prend le nombre total de molécules, on divise par le nombre de molécules qu'on a dans une mole, et on aura le nombre 5,21 10 puissance 17 divisé par 6,02 10 puissance 20. Ça nous fait 8,65 17 mol. Donc ça signifie que la valeur limite en moyenne annuelle, 40 microgrammes par mètre cube, ça correspond à 8,65 10-7 mol par mètre cube. 8,65 10-7, c'est plus que 4,13 10-7. Donc en fond urbain, la ville de Toulouse respecte les valeurs limites en concentration en NO2. Mais par contre, à proximité des axes routiers, on est au-dessus. 1,24 10-6 mol par mètre cube, c'est plus que 8,65 10-7 mol par mètre cube. 1,24 10-6, c'est 12,4 10-7. Donc on est à 50% au-dessus, quasiment. Donc là, en proximité des axes routiers, c'est pas bon. Alors, en joaillerie, on peut utiliser de l'or, mais l'or pur ne résiste pas aux contraintes mécaniques, donc on l'utilise en alliage de cuivre, d'argent. Voilà, donc deux alliages vous sont présentés. On vous dit que par convention, la masse d'or en joaillerie est comptée en carats. Et en fait, un carat, c'est 1/24e de la masse totale. Donc si vous avez de l'or 24 carats, vous avez de l'or pur. Si vous avez de l'or 9 carats, ou 12 carats, vous avez de l'or à moitié pur, et vous avez à moitié autre chose. Donc là, ici, la question, c'est vous avez 3 grammes de bague. Vous avez 5,71 10-3 mol d'or. Est-ce que c'est de l'or 18 carats ou 9 carats? Donc ce qu'il va falloir faire, c'est trouver la masse d'or qu'on a dans notre bague et savoir à quelle proportion ça correspond de la masse totale. Alors pour avoir la masse d'or, il suffit d'avoir la masse d'un atome d'or multiplié par le nombre d'atomes d'or. Donc la masse d'un atome d'or, on a ici le symbole du noyau de l'or, donc en haut le nombre de nucléons, en bas le numéro atomique, donc nombre de protons. La masse d'un atome, c'est le nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. Donc la masse d'un atome, ça va être 197 fois 1,67 10-27 kg. Donc là, on aura la masse d'un atome d'or, c'est-à-dire 3,29 10-25 kg. Le nombre d'atomes d'or qu'on a à notre disposition, nous on sait qu'on a 5,71 10-3 mol d'or. Une mol de quoi que ce soit, c'est 6,02 10 puissance 23 atomes identiques ou molécules identiques. Là, on a 5,71 10-3 mol d'or, donc on a 5,71 10-3 fois 6,02 10 puissance 23 atomes d'or. Hein, si une mol c'est 6,02 10 puissance 23, 2 mol c'est 2 fois 6,02 10 puissance 23, 3 mol c'est 3 fois 6,02 10 puissance 23, 5,71 10-3 mol c'est 5,71 10-3 fois 6,02 10 puissance 23 atomes identiques. Donc là, comme nous avons 5,71 10-3 mol d'or, on a 5,71 10-3 multiplié par 6,02 10 puissance 23 atomes d'or identiques, et donc on trouve qu'on a 3,44 10 puissance 21 atomes d'or identiques. Donc on a le nombre d'atomes d'or, on a la masse d'un atome d'or. Pour avoir la masse de tous les atomes d'or, eh bien nous allons prendre le nombre d'atomes d'or multiplié par la masse d'un atome d'or. Et donc ceci étant fait, alors on passe à la correction pour regarder ce calcul. Donc la masse, donc ici on a la masse d'un atome d'or, là le nombre d'atomes d'or, et donc on trouve 1,13 10-3 kg, soit 1,13 g. Donc 1,13 g, on a dit que 1 carat c'était 1/24e de la masse totale. Nous, la masse totale elle fait 3 grammes, donc 1/24e de 3 grammes, ça nous fait 0,125 grammes. Donc ça c'est la masse d'un carat. Donc pour savoir combien on a de carats dans 1,13 g, on prend la masse totale d'or divisée par la masse d'un carat d'or. Donc 1,13 divisé par 0,125, ça nous fait 9. On a de l'or 9 carats. Alors ensuite, transformation physique. Donc on passe au chapitre 2, au chapitre 8, pardon, excusez-moi, le 7 c'était quantité de matière, donc au deuxième chapitre évalué ici. Donc là, premier exercice, donc on vous dit qu'on place dans un cristallisoire de l'eau chaude, un bécher qui contient un glaçon d'eau et un bécher le bécher 2 qui contient un morceau de sucre. Et ensuite on a un bécher à côté, un bécher 3 qui contient de l'eau à la même température que le cristallisoire. Donc on agite le tout et au bout de 10 minutes on observe le résultat suivant. Le glaçon d'eau s'en met en eau liquide, le sucre est resté inchangé.
dans le bécher 2, mais par contre dans le bécher 3, on obtient de l'eau sucrée, on ne voit plus de morceaux de sucre. Donc, première question, la transformation par le glaçon, eh bien, quand on passe de l'état solide à l'état liquide, c'est une fusion. Et ensuite, question 2, exploiter l'expérience pour expliquer qu'on ne peut pas affirmer que le sucre fond dans un verre d'eau, nommer cette transformation. Alors, ici, si on avait eu fusion, si dans le bécher 3 on avait eu fusion, eh bien dans le bécher 2 on aurait aussi dû avoir fusion puisque l'eau ici est à la même température dans le bécher 3 que dans le cristallisoir. C'est pas le cas, le sucre est resté à l'état solide. Donc ça signifie que le sucre, puisqu'il n'est pas devenu liquide dans le bécher 2, ce qu'on a c'est pas une transformation physique, hein. Ce qu'on a eu à faire c'est pas un changement d'état, c'est une dissolution. Le sucre s'est dissous, il n'a pas fondu. Alors, des nouveaux textiles apparaissent sur le marché pour ceux qui veulent pratiquer du sport, des textiles dits thermorégulants, dans lesquels on encapsule de la paraffine dans les fibres. Pendant l'activité sportive, la paraffine fond. Lors d'une pause dans l'activité sportive, le liquide contenu dans la capsule redevient solide. Donc on vous dit que la température de fusion de la paraffine est entre 22 et 37 degrés Celsius. Ça n'a pas une température de fusion qui est vraiment figée, ça dépend de la composition de la paraffine. Alors, première question, les changements d'état évoqués dans le texte ci-dessus affectent-ils la structure des molécules présentes dans les microcapsules? Alors non, les molécules restent intactes. L'écart entre les molécules, la distance entre les molécules, l'état physique de la paraffine change, mais les molécules de paraffine restent les mêmes. Ce qu'on a, c'est une transformation physique. Les espèces changent d'état physique, mais on n'a pas de modification des molécules en elles-mêmes. Dans quel sens s'effectue le transfert thermique dans le cas d'une fusion? Eh bien, ça s'effectue du milieu extérieur vers le corps subissant le changement d'état. La transformation, on dit qu'elle est endothermique. A l'inverse, dans une solidification, le transfert thermique s'effectue du corps subissant le changement d'état, donc ici la paraffine, vers le milieu extérieur. La transformation est exothermique. Donc notre système, donc la paraffine, capte de l'énergie lors de la fusion et libère de l'énergie lors de la solidification. Donc, tout ça sous forme de transfert thermique. Donc elle capte du transfert thermique lors de la fusion et elle libère du transfert thermique lors de la solidification. Donc justifier le choix des matériaux cités, donc ici la paraffine, elles fond à une température qui est proche de celle du corps humain. Donc en fondant, elle prélève de l'énergie à la peau qui se refroidit localement, et en se solidifiant, elle libère de l'énergie vers la peau qui se réchauffe. Et c'est pour ça que qu'on peut dire que ces matériaux, et c'est la question 4, peuvent améliorer la récupération des sportifs, puisque ces matériaux permettent de réguler la température de la surface du corps sportif, de la peau du sportif. Les textiles comportant des matériaux à changement d'état accroissent donc la capacité de récupération des sportifs et ainsi leur performance. Quand le sportif est en activité, eh bien, sa température corporelle augmente, il va faire fondre la paraffine va capter cette énergie supplémentaire, donc la chaleur du sportif, et au contraire, quand il se repose, eh bien, la paraffine va passer de l'état liquide à l'état solide et va lui libérer de l'énergie et donc le réchauffer pour permettre de récupérer plus vite. Donc voilà. Alors, ensuite, et c'était le dernier exercice, le quench, alors je sais pas trop comment ça se prononce, si c'est quench ou quench. Donc lors des IRM, c'est un risque. Donc l'IRM est un appareil qui permet de faire de l'imagerie médicale et qui utilise de l'hélium liquide. Et alors il faut se mettre à une température très basse puisqu'on a une température toute proche de ce qu'on appelle le zéro absolu. Le zéro absolu, c'est la température la plus basse atteignable, moins 273 degrés Celsius. Là on est tout près, on est à moins 269 degrés Celsius. Donc le quench ou quench, c'est le fait que l'hélium passe de l'état liquide à l'état vapeur et donc du coup s'échappe de la cuve de l'aimant. Alors, on vous donnait des informations, l'énergie massique de vaporisation de l'hélium, ici, la puissance électrique fournie à l'hélium par l'appareil, et le lien entre énergie et puissance. Donc, première question, écrire l'équation de vaporisation de l'hélium, et bien là, c'est hélium liquide qui devient hélium gazeux. Donc, c'est une transformation physique, puisque l'espèce chimique ne change pas, il y a juste son état physique qui change. Calculer la masse d'hélium qui peut être vaporisée en 1 minute en cas de quench ou quench.
Alors, on va déjà calculer l'énergie qui est transférée à l'hélium en 1 minute. L'énergie, c'est la puissance fois la durée. Donc, 10 kW fois 1 minute, donc fois 60 secondes, ce qui nous fait 600 000 joules, donc 600 kJ. Or, l'énergie massique de vaporisation de l'hélium, c'est 20 kJ par kilogramme. On sait que Q égale ml, donc M est égal à Q sur L. Donc là, l'énergie transmise, c'était 600 kJ. L, c'est 20 kJ, kilogramme moins 1. Donc 600 kJ divisé par 20 kJ par kilogramme moins 1. En gros, ça signifie 20 kJ par kilogramme, enfin kilogramme moins 1, plutôt 20 kJ kilogramme moins 1 ou 20 kJ par kilogramme. Ça signifie qu'il faut 20 kJ pour faire passer l'hélium de l'état liquide à l'état vapeur, pour faire passer 1 kg d'hélium de l'état liquide à l'état vapeur. Là, on a 600 kJ. Donc, quelle est la masse d'hélium qu'on va pouvoir faire passer de l'état liquide à l'état vapeur? Eh bien, donc Q égale ml, M égale Q sur L. Donc 600 divisé par 20, ça nous fait 30 kg. On va pouvoir faire passer 30 kg d'hélium de l'état liquide à l'état vapeur, ce qui représente un volume d'hélium sous forme gazeuse qui est énorme. Lorsque l'hélium se vaporise, la transformation est-elle endothermique ou exothermique? Eh bien, la vaporisation, pour que l'hélium se vaporise, il faut fournir de l'énergie à cet hélium, et donc c'est une transformation qui est endothermique. C'est l'extérieur qui fournit de l'énergie à l'hélium pour qu'il passe de l'état liquide à l'état vapeur. Donc la transformation, elle est endothermique. Voilà pour le devoir. On se revoit jeudi pour la correction des activités que vous avez à faire donc pour introduire le chapitre 10. À bientôt, bonne journée.